raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire stupéfiante aujourd'hui, qui est arrivée à un garçon qui avait 12 ans à l'époque, qui en a 16 aujourd'hui, qui s'appelle Yannick Crahen et qui est assis en face de moi. Bonjour Yannick. Bonjour. Cette histoire, Yannick, tu la racontes dans un livre paru chez Flammarion, 11 mois d'enfer. Je vais essayer d'en dire un minimum pour ne pas dévoiler la fin de l'histoire. Un jour, tu as 12 ans, donc, et tu commences à avoir mal aux muscles. Et puis surviennent des maux de tête. Et puis petit à petit, tu ne peux plus marcher. Tu souffres énormément. Et les médecins auxquels s'adressent tes parents pensent que tu somatises. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment mal. Que tu as un problème, disons-le, psychiatrique. Et il y a même un moment où on veut t'interner en hôpital psychiatrique. Et le médecin qui va te sauver, in extremis, est assis en face de moi. Bonjour professeur Perron. Bonjour. Vous dirigez le département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Garges. Et seul vous avez trouvé de quoi souffre Yannick. Disons que c'est une maladie dont on parle beaucoup en ce moment, qui fait l'objet d'un débat assez vif. Voici cette histoire hallucinante que je vais raconter en conservant cette rage que tu as eue, Yannick, contre la médecine et contre les médecins qui ne t'ont pas entendu. C'est une histoire que j'ai écrite avec Claude Mendibile, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Deux ou trois choses que je veux vous dire avant de commencer. Le décor d'abord. On est dans le Pas-de-Calais, dans une famille normale. Papa artisan, maman mère au foyer, 3 enfants. Celui qui nous intéresse, c'est l'aîné, Yannick. Il a 12 ans et 2 petites sœurs. Un détail que je vous donne tout de suite, qu'on s'en débarrasse. Dans cette famille, le père et le fils ont le même prénom. Ils s'appellent Yannick, tous les deux. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que ce sera un argument, figurez-vous, pour dire qu'ils sont dingos. Un argument pour ne pas les croire, pour les faire passer pour des fous. Vous allez voir, ce qui est arrivé à ces gens-là est assez terrible. Ça commence comme ça. En octobre 2013, Yannick participe au cross de son collège. À vos marques, prêts, partez. C'est pas un grand sportif, Yannick. C'est plutôt le genre intello, mais il aime bien nager. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il a mal aux muscles. Ses jambes pèsent 1 tonne, mais qu'est-ce qui se passe ? Il finit bon dernier. Normalement, il est meilleur que ça. Et d'ailleurs, ses copains s'inquiètent. Qu'est-ce qui t'arrive, Yannick ? T'es tout blanc. Tu veux qu'on t'amène à l'infirmerie ? Je sais pas. Ça a l'air de passer, mais ça va aller, je crois. Il n'y a pas que ça. Depuis quelques jours, il a des vertiges et aussi des problèmes de mémoire, de concentration. À 12 ans, c'est pas normal. Quand il rentre, les parents font venir le médecin de famille. État grippal. Bon, donc on attend. Sauf que les jours suivants, Yannick se met à avoir mal partout. C'est comme des pics en fer qu'on m'enfonce partout. Il a des maux de tête terribles, il perd le goût, l'appétit, il a très mal aux yeux. C'est pas la grippe, ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Retour chez le médecin de famille, qui a demandé une prise de sang, en urgence. Bien. Au vu des résultats, je crains que ce soit très sérieux. Nous avons tous les signes d'une leucémie. En tout cas, il faut l'hospitaliser tout de suite. Ok, Yannick ? On l'hospitalise donc. Et là, finalement, on a refait les prises de sang. C'est pas une leucémie. Ça arrive, avec les médecins de campagne, ils se trompent. Mais qu'est-ce que c'est alors, si ça n'est pas une leucémie ? Et là, le médecin se met à leur poser tout un tas de questions bizarres. Vous faites quel métier, monsieur ? Artisan, pourquoi ? Et vous, madame ? J'élève mes 3 enfants. Et vous avez le même prénom, père et fils. Yannick. Je vous l'avais dit. Retenez de cette séquence que les parents de Yannick n'ont pas aimé la manière dont ce médecin leur parlait, ce ton inquisiteur.
Et surtout, ils n'ont pas compris quel rapport ça avait, toutes ces questions, avec les douleurs de Yannick. Quoi qu'il en soit, on l'hospitalise, on lui colle de la morphine, il a un peu moins mal. Le lendemain matin, la visite. Yannick voit débarquer le chef de service et une cohorte d'internes. Le professeur lui fait des tests de réflexe, il lui pose 2 ou 3 questions, et hop, tout le monde s'en va. Tout le monde, sauf une femme, un peu pète sec, une neuropédiatre. Cheveux bruns, coupés courts, au carré, elle observe Yannick en silence. Et puis elle lui pose des questions. Et là, Yannick, du haut de ses 12 ans, sent qu'elle ne le croit pas. Elle ne croit pas qu'il a vraiment mal. Elle croit qu'il invente. Et d'ailleurs, alors qu'il a de plus en plus mal, qu'il ne tient plus debout, on lui envoie une psychologue. Je vous l'ai dit, il ne le croit pas. Alors Yannick, raconte-moi un peu comment ça se passe à la maison, avec tes parents. Au collège, t'as des copains ? Yannick apprendra plus tard qu'ils ont aussi appelé son collège pour savoir s'il était perturbé. Il ne le croit pas. Il pense qu'il somatise, que c'est psychiatrique. Ça peut arriver. Mais là, ils ont tort. Et au bout de 5 jours, il le renvoie chez lui. Il ne marche plus, il ne se lève même plus du lit, il souffre le martyre et il le renvoie à la maison. Je vais vous prescrire des séances de kiné. Et dans 15 jours, vous serez sur pied. C'est la neuropédiatre qui dit ça. Sauf que chez le kiné, c'est une torture. Le kiné jette l'éponge au bout de 2 séances. Je suis pas un tortionnaire, Yannick. Faut trouver l'origine de tes douleurs, mais moi, là, je peux rien faire. Retour aux urgences. 2e hospitalisation, dans le même service de cette neuropédiatre qui ne le croit pas, et qui lui prescrit un antidépresseur puissant. 10 gouttes dans un verre d'eau. Yannick se retrouve complètement abruti. Elle double les doses. Aux parents qui s'inquiètent de cette manière d'aborder le problème, elle dit « On est médecin. Faites-nous confiance, on s'en occupe. » Maintenant, elle veut envoyer Yannick dans un centre de rééducation. Les parents s'étonnent, elle est sûre de son coup. Dans 2 mois tout au plus, l'affaire sera réglée. Fin décembre, Yannick revient chez lui passer les fêtes de Noël. Enfin, les fêtes, si on peut dire. Il passe la soirée prostré dans son fauteuil roulant. Il souffre en silence. Son père le prend dans les bras pour le porter jusqu'à son lit, une fois couché, pour la première fois de sa vie. Yannick prie. Mon Dieu, faites que le centre de rééducation m'apporte la guérison. Faites, mon Dieu, qu'on retrouve notre vie d'avant. En janvier 2014, le voilà donc au centre de rééducation, où la torture recommence. Il ne peut pas faire les exercices, il a mal. Hé Yannick, ta comédie, ça commence à bien faire. Mais ils ont dû se rendre compte que ça ne servait à rien, puisque du jour au lendemain, sans aucune explication, ils le renvoient. Il ne peut même plus se lever. Il ne tient même plus assis dans le fauteuil roulant. Retour à l'hôpital, où on ne lui fait pas plus d'examens. En revanche, et ça c'est absolument incroyable, on lui donne de la morphine. Étrange, si on ne croit pas qu'il a raison d'avoir mal. Février 2014. Les parents n'en peuvent plus. Leur fils est une patate chaude qu'on se repasse. Tout le monde a l'air de s'en fiche. Ils vont prendre un 2e avis, à Paris, dans un hôpital réputé. Sauf que quand ils arrivent à Paris, son dossier médical a suivi. C'est la tante de Yannick, qui est infirmière, qui l'accompagne. Vous savez quoi ?
Ils ne peuvent pas le garder, ils n'ont pas de place. 2. Un interne dit à la Tati que son neveu est fou, qu'il est toc-toc. Et elle commence elle-même à douter, elle qui soutient les parents depuis le début. La puissance des médecins. Retour dans le Pas-de-Calais. Je t'aime, mon fils. On va pas se laisser faire. On baissera pas les bras. On va y arriver, Yannick, crois-moi. Et retour chez la neuropsychiatre, à l'hôpital, où Yannick passe ses journées au lit, au point d'avoir des débuts d'escarres. Vous le croyez, et personne ne le voit. Les infirmières passent à côté, des escarres, sur un gamin de 12 ans, qui du coup veut qu'on le laisse dans son lit. Le fauteuil le fait tellement souffrir. Allez Yannick, ça te fait du bien d'être en fauteuil. Allez, redresse-toi. Pourquoi tu te penches? Et un jour, la neuropsychiatre annonce: Bien, j'ai téléphoné à un hôpital psychiatrique proche d'ici. Tu vas être transféré dans peu de temps. Je vais en informer tes parents. Elle veut aller au bout de sa logique. Elle veut le faire interner. 12 ans. Mais du côté des parents, c'est non. Ah ça non, ils ne signeront pas, hors de question. La plaisanterie a assez duré, docteur. Je vais prendre un avocat pour protéger Yannick. Vous savez, monsieur Crahen, un avocat ça coûte cher. Je travaillerai la nuit s'il le faut. Ce que ne savent pas encore les parents de Yannick, c'est qu'un autre combat commence. Contre la mort. Yannick est dans un sale état. En 6 mois, il a perdu 12 kilos. Il est maintenant totalement paralysé des jambes. Son corps est couvert de plaques rouges. Il a des escarres aux fesses et aux talons. Et à chaque fois qu'on le bouge, il hurle de douleur. Et donc ils se mettent à la recherche d'un nouvel établissement. Ils pensent en avoir trouvé un à Lyon. Mais le rendez-vous est annulé au dernier moment. Idem pour un établissement dans le Pas-de-Calais. Ils se déplacent pour rien. Et quand ils demandent des explications, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous comprenez, c'est délicat. On ne peut pas mettre notre collègue en porte-à-faux. Manière de dire que la neuropédiatre, qui suit Yannick depuis le début, a toujours la main. Et vous allez voir jusqu'à quel point. Un jour, 2 gendarmes sonnent à la porte. Bonjour madame. Vous savez sans doute pourquoi on est là. La neuropédiatre a fait un signalement, figurez-vous, pour mauvais traitement. Elle veut qu'on leur retire la garde de Yannick. Incroyable. Comme si en plus, ils avaient besoin de ça. Les gendarmes posent quelques questions. On peut voir votre fils, madame? Et là, ils vont dans la chambre de Yannick. Et ils voient sa maigreur, sa pâleur. Il leur raconte ce qu'il vit depuis 6 mois. Et surtout, il leur dit: mes parents s'occupent très bien de moi. Heureusement qu'ils sont là. Quand ils redescendent, ils sont un peu gênés. On est désolé. On va faire notre rapport. C'est la procédure, mais ne vous inquiétez pas, madame. Et le procureur de la République se range à leur avis. Non seulement il ne leur retire pas la garde de Yannick, mais il décide qu'il n'ira pas en hôpital psychiatrique. Ouf! En juin 2014, Yannick ne pèse plus que 29 kilos. Et maintenant, il risque de perdre un rein. L'urologue qu'il consulte est furax. Comment ça? Il a passé 4 mois à l'hôpital? Et les médecins n'ont pas vu ça? C'est complètement fou. On marche sur la tête. C'est fou, mais c'est vrai. Finalement, Yannick est admis dans une clinique privée, dans le Nord. Mais vous allez voir, rien ne change vraiment. La nuit, quand ivre de douleur, Yannick actionne sa pompe à morphine, il s'entend dire:
Mais arrête de prendre de la morphine quand t'as pas mal. Il est accro, lui. Ou encore, Il va s'asseoir pour manger. Pourquoi il se met sur le côté? Mets-toi bien. Mais non, t'as pas mal. C'est dans ta tête. et une fois de plus, il échoue en pédopsychiatrie, au milieu des anorexiques et des suicidaires. Au passage, comme souvent dans ce genre de service, on lui supprime son téléphone et on lui interdit les visites. Et il a un premier entretien surréaliste avec le pédopsychiatre. Une fois de plus, j'ai l'air de taper sur les médecins. Mais quand vous connaîtrez la fin de cette histoire, alors vous comprendrez. Dis-moi, Yannick, ton t-shirt rouge, tu l'aimes? Oui. Il est rouge. Rouge comme le sang. Et le sang, c'est la mort. Donc j'en déduis que tu aimes la mort. Il ne répond pas. Ce médecin lui fait peur. Et je rappelle une fois de plus qu'il a 12 ans. 12 ans! Alors pourquoi l'aide-soignante se comporte si mal avec lui? Le matin, elle le jette dans un fauteuil. Yannick a tellement mal qu'il en a les larmes aux yeux. Mais non, t'as pas mal. Fais des efforts. Jamais un mot gentil. Jamais. Un soir, une infirmière refuse de le changer. Yannick reste dans sa merde toute la nuit. Le matin, l'aide-soignante s'énerve. Putain, il s'est chié dessus. 12 ans. Mon lit est un cercueil dans lequel je m'engouffre petit à petit, mais de plus en plus, chaque jour. Ça fait 8 mois que Yannick souffre. Il est en train de sombrer. Il va craquer. Ses parents ont trouvé un nouveau centre de rééducation. Et Yannick a rendez-vous avec l'un des médecins du centre. Et il lui parle de l'un de ses nombreux symptômes. Ben, j'ai des rougeurs autour du nombril. C'est comme un cercle. Ah, intéressant. Il t'arrive d'aller te promener en forêt, Yannick? Ah oui, j'adore ça. Tu te souviens avoir été piqué par une tique? Bah, je sais pas. Mais je me souviens en avoir enlevé à mon chien. Le père qui est à côté est un peu surpris. Pourquoi ces questions, docteur? Eh bien parce que les symptômes de Yannick me font penser à la maladie de Lyme. C'est une maladie qui est transmise par les tiques. Pour être honnête, le père se souvient qu'à un moment, on a fait passer un test à Yannick, le test ELISA, censé détecter la maladie de Lyme. Mais il était négatif, ce qui arrive souvent. Le test n'est pas fiable. Quoi qu'il en soit, il n'a rien à faire dans ce centre de rééducation et donc retour à la clinique, retour au pédopsychiatre. Yannick est épuisé, il est vidé. À sa mère qui vient le voir, il dit « Maman, j'y arrive plus, maman. Je supporte plus mon état. Je vais me laisser mourir, maman. » Et voyant les larmes de sa mère, « Pardon, maman. » Sur Internet, la mère découvre l'existence de l'association Lyme sans frontières. Et en août 2014, elle décide de lui envoyer par la poste tout le dossier médical de Yannick. Un professeur spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, Christian Perron, de l'hôpital de Garches, examine le dossier. Et sa réponse tombe, elle est absolument catégorique. Sans aucun doute, Yannick a la maladie de Lyme. Et là, tout va très vite. Début septembre, Yannick est transféré à Garches, près de Paris. Le premier jour, on lui fait une ponction lombaire et on le met tout de suite sous antibiotiques, une dose de cheval. Et à partir de là, petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, les douleurs disparaissent. En 15 jours, Yannick arrête la morphine. Il retrouve le goût, puis l'appétit. Ah, le premier burger frites. Et puis il reprend du poids.
du muscle. Ses orteils, immobiles depuis 10 mois, recommencent à bouger. La vie revient. Ensuite, Yannick doit réapprendre à marcher, comme un petit enfant. Et un jour de novembre 2014, il se hisse sur ses jambes, il fait ses premiers pas, il a mal, la tête lui tourne, mais il est debout. Et en janvier 2015, Yannick rentre à la maison, définitivement. Aujourd'hui, il n'a plus de traitement lourd. Il doit encore réapprendre à courir, rééduquer ses genoux et ses hanches. Le risque de rechute existe. Et vous savez quelle est la nouvelle vocation de Yannick ? Il envisage de devenir médecin. Pour soigner, dit-il, avec humanité. C'est la dernière phrase de son livre. Je souhaite être un médecin bienveillant et devenir l'un des moteurs d'une nouvelle génération de soignants, car la médecine est un art humain qui ne cesse d'évoluer. Europe 1, On de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire qui est arrivée à Yannick Crahen, qui est avec moi. À l'âge de 12 ans, il commence à souffrir des muscles, puis à avoir des maux de tête, des problèmes de mémoire, etc. Et ne parvenant pas à poser un diagnostic, les médecins auxquels tes parents, Yannick, se sont adressés ont conclu que tu somatisais. Et pendant 11 mois, on t'a pris pour quelqu'un qui disait qu'il avait mal, mais qui n'avait pas vraiment mal. Tu racontes tout ça dans un livre que tu as coécrit avec ta maman, Diane, 11 mois d'enfer, publié aux éditions Flammarion, et ce livre est disponible en librairie puisqu'il est sorti au mois de mars dernier. Et c'est donc vous, professeur Perron, qui avez finalement, au bout de 11 mois, posé le bon diagnostic. Il ne somatisait pas, il souffrait vraiment, parce qu'on souffre vraiment de cette maladie. Il avait une maladie de Lyme, qui est une maladie qui est transmise par les tiques et qui est en ce moment au cœur d'une polémique. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, avec votre regard sur cette maladie et les pratiques de vos confrères actuellement en France, qu'est-ce qui s'est passé pour Yannick ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette maladie, les symptômes sont soit subjectifs. Les gens disent « je suis fatigué, j'ai des douleurs partout », mais ça peut être des douleurs horribles. Les gens disent « on met un fer à repasser sur la peau, on me plante des poignards », ou c'est pas des petites douleurs, souvent. Mais comme c'est pas mesurable par un appareil, les médecins croient ou ne croient pas. Et après, au bout d'un certain temps, il y a forcément des signes objectifs, les paralysies. Bon, Yannick était paralysé, il avait une vessie neurologique, il avait plusieurs litres d'urine dans la vessie. On disait que c'était psychosomatique. Des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires. Donc ça, le médecin peut le constater, peut le mesurer, éventuellement avec des imageries, des radios, etc. Mais ces signes objectifs peuvent se voir dans d'autres maladies. Parce qu'il y a d'autres causes de paralysie, de rhumatisme, etc. Donc, à chaque fois, vous n'êtes jamais dans la bonne case, parce que le médecin, si vous êtes juste fatigué avec des douleurs, il vous dit, c'est le stress, c'est psychosomatique. Et si vous avez des signes objectifs, il vous donne un autre diagnostic, fatigue chronique, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, dépression, tout ce que vous voulez. Donc, et comme normalement en médecine, on doit se reposer sur des tests précis, des diagnostics biologiques. Le problème, c'est que le diagnostic biologique de la maladie de Lyme repose sur la recherche des anticorps dans le sang, ce qu'on appelle la sérologie, avec un test qui s'appelle ELISA et Western blot. Mais ces tests sont très mauvais, on le sait, c'est prouvé scientifiquement, c'est publié dans les publications scientifiques. On t'a fait passer un test, Yannick. On m'a fait passer un test qui est revenu négatif. ELISA, qui devait être recontrôlé, refait, qui n'a pas été refait. Et ça, c'est courant. Oui, mais courant, moi les tests je les regarde même plus parce qu'ils sont tellement nuls, contrairement à ce que dit le Centre national de référence de Strasbourg qui maintient la désinformation sur ce sujet. C'est très grave parce que des malades comme Yannick, il y en a plein les hôpitaux psychiatriques. Je lisais récemment un texte avant l'ère de la pénicilline sur les hôpitaux psychiatriques en Europe où un tiers des gens hospitalisés en psychiatrie avaient la syphilis qui donnait des complications psychiatriques, neurologiques. Et la maladie de Lyme est proche, c'est pas sexuel, mais est proche de la syphilis. Ouais. Et moi je suis sûr qu'aujourd'hui, énormément de patients hospitalisés en psychiatrie ont la maladie de Lyme. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a des psychiatres qui commencent à ouvrir les yeux, qui me le disent, oui, tu as raison. On est en train, parce que les psychiatres, depuis leur formation, avaient
avait perdu l'habitude d'examiner les malades, de regarder si y avait des problèmes cardiaques, neurologiques, articulaires. Oui, il s'adressait au cerveau. Il faisait que discuter sur les problèmes de l'enfance et des traumatismes. Ouais. Ils ont viré psychologue. Et voilà. Et maintenant, des psychiatres très sympas que je connais disent bah oui, là, maintenant on commence à réexaminer nos malades et à s'apercevoir qu'ils ont des problèmes organiques et que c'est pas une simple maladie psychiatrique. Donc je suis content de voir que ça commence à bouger dans le monde de la psychiatrie, mais c'est tout nouveau. Mais alors, c'est une maladie quand même qui a été identifiée assez récemment. Elle a quel âge, cette maladie? Alors, cette maladie, à la nuit des temps, parce que les bactéries responsables étaient déjà découvertes sur une momie il y a 5000 ans. Elle était déjà décrite par des médecins à la fin du 19e siècle en Europe, en Suède, en Allemagne, en France. Mais elle n'était pas connue sous le nom de maladie de Lyme. C'est-à-dire que des gens avaient dit, après piqûre de tique, on peut avoir des rougeurs en cocarde autour de la piqûre. D'autres avaient dit, après une piqûre de tique, on peut devenir fou. D'autres avaient dit, après une piqûre de tique, on peut avoir des névralgies de la sciatique. D'autres avaient dit, on peut avoir une méningite. Ah, donc il n'y a rien de neuf, en fait? Non, mais c'était pas décrit sous une entité. C'est-à-dire que chaque spécialiste d'organes avait décrit la maladie rhumatismale, neurologique, ou autre, ou cutanée. Et c'est quand il y a eu l'épidémie massive qui s'est abattue sur la ville de Lyme aux États-Unis, qui est à 150 km de New York, dans le nord-est des États-Unis, qu'on a appelé ça maladie de Lyme. Et le problème, c'est que les spécialistes américains qui ont investigué cette maladie au début ont refusé, mais ils l'ont vraiment refusé volontairement, de faire le lien avec tout ce qui était décrit en Europe depuis 90 ans quasiment, dans des publications scientifiques, où le rôle de la tique était décrit, la présence de cette tache rouge qui n'est pas constante, mais qui une fois sur deux présente après la piqûre de tique. Tu l'avais, la tache rouge, c'est pas très décrit dans le livre, ça. À la fin, oui. Oui, à la fin. Alors, au début, j'avais une sorte de papillon sur la moitié du visage, tout rouge, enfin rouge quasiment violacé un peu. Ouais. Et c'est passé, alors j'ai pas prêté attention. Ouais. C'était ça, hein, docteur. Ouais. C'était le signe. Il y a des différentes possibilités d'atteinte cutanée, mais... Et par la suite, effectivement, j'ai eu l'érythème migrant autour du nombril. Ouais. Et là, c'est très caractéristique. L'érythème migrant est caractéristique, ça peut pas être un autre diagnostic. Malheureusement, les médecins en France, il y a quelques années, connaissaient peu la maladie. Ils en avaient peu entendu parler à la faculté. Ils disaient, ouais, c'est une maladie rare aux États-Unis, mais il y en a pas en France. Et l'érythème migrant, maintenant, ça change, hein, parce que maintenant, les médecins, depuis quelques années, peut-être grâce aux médias, en entendent plus parler. Mais c'est si on sert à la médecine. Ah ben oui, bravo. Merci. Parce que vous avez un rôle très utile pour informer y compris les médecins qui n'ont plus le temps de lire toutes les publications. Et l'érythème migrant est caractéristique, cette tache rouge. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit centrifuge. C'est un anneau qui augmente de taille progressivement autour de la piqûre de tique. Malheureusement, il n'est pas constant, c'est une fois sur deux. Mais quand il est là, vous devez aller voir votre médecin qui est tenu, je dis bien tenu par les recommandations internationales non contestées, de vous donner un traitement antibiotique pendant au minimum 2 semaines. Cette histoire, au fond, illustre assez bien le problème qui se pose en ce moment avec cette maladie qui est transmise par les tiques, qui existe, vous le disiez tout à l'heure, depuis très longtemps, mais sur laquelle on a mis récemment un nom et dont on a du mal à limiter les contours. Alors moi, j'aime bien qu'on raconte ce qui se passe en dessous. En ce moment, a lieu ce qu'on appelle une conférence de consensus. Ça se passe pour toutes les maladies, pour définir ce qu'est une maladie, comment on la diagnostique et comment on la traite. Les plus grands spécialistes se mettent autour d'une table et ils décident d'en poser les contours. Donc on est pile là-dedans en ce moment. Et le débat, si j'ai bien compris, professeur, porte sur la question de savoir s'il faut limiter la maladie à des tests positifs, puisqu'il existe 2 tests, vous les avez cités, l'un qui s'appelle ELISA, celui qu'a passé Yannick, et le deuxième qui s'appelle Western Blot. Est-ce qu'on dit que la maladie de Lyme, c'est la maladie des gens qui sont positifs à ces 2 tests, ou est-ce qu'on considère qu'il peut y avoir des gens négatifs à ce test, comme Yannick, qui ont néanmoins la maladie de Lyme et qui méritent de recevoir le traitement adéquat, qui est un traitement de cheval, d'antibiotiques, pendant des semaines et des semaines et des semaines. C'est ça, hein, ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Alors, les tests diagnostiques sont sérologiques, comme vous dites, Elisa, Western Blot, sont très mauvais. C'est pas que la machine est mauvaise, mais on peut pas les calibrer. Parce que pour calibrer une machine, il faut pouvoir calibrer sur 100 malades, on est sûr que c'est des malades. 100 témoins qui n'ont pas la maladie, on est sûr que c'est des témoins. Comme les signes cliniques sont pas spécifiques, qu'il n'y a pas de test, la culture de la bactérie marche pas bien, on est incapable de calibrer ces machines. Autant le dire carrément, mais malheureusement, les seuils de sensibilité ont été définis arbitrairement
régulièrement. Donc pour moi, faire une sérologie de Lyme, c'est comme tirer une pièce à pile ou face. Moi, je ne regarde même plus les sérologies. C'est des tests qui sont complètement nuls et en plus qui sont focalisés sur... alors aux États-Unis, c'est une espèce de Borrelia, le nom de la bactérie qui donne la maladie de Lyme. En Europe, il y a 3 espèces. Mais en fait, on sait qu'il y en a des dizaines qui donnent la maladie de Lyme. Il y a 0 test. Et en plus, on sait qu'il y a d'autres bactéries parasites associées chez ces malades. Donc moi, les tests diagnostiques, au jour d'aujourd'hui, avec les techniques utilisées, sont nuls. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est publié. Il y a des chercheurs britanniques, notamment Cook and Perry du l'Imperial College à Londres, qui ont publié l'année dernière que les tests, même sur la bactérie princesse Borrelia burgdorferi, mais on sait qu'il y en a d'autres, la sensibilité au maximum à 60%. Donc les tests valent rien. Est-ce que vous voulez, vous, c'est faire ce que vous avez fait avec Yannick, c'est-à-dire pouvoir néanmoins lui donner ce traitement antibiotique très lourd, même s'il est négatif au test? C'est pas un traitement antibiotique forcément très lourd, c'est un traitement antibiotique normal, mais nous on demande à ce que tout patient qui a des signes cliniques évocateurs, à partir du moment où le médecin élimine un autre diagnostic et s'il a un doute, il puisse faire un traitement, ce qu'on appelle un traitement d'épreuve. C'est une sorte de test thérapeutique pendant 1 mois pour voir si le malade a des signes qui s'améliorent ou pas. Et c'est pas une fantaisie, on le fait dans la tuberculose tous les jours, parce que toutes les tuberculoses sont pas prouvées par les tests diagnostiques. Et ça a été recommandé par le rapport du Haut Conseil de la Santé publique en 2014. C'est ce qui devait être recommandé par le rapport de la Haute Autorité de Santé. Mais vous le savez, là, mes collègues infectiologues ont fait un lobbying d'enfer depuis quelques semaines pour valider les tests, pour limiter aux tests. Pour bloquer la sortie du rapport qui est écrit. En plus, ils étaient autour de la table, ils l'ont validé en séance plénière, c'était validé par le collège de la Haute Autorité de Santé. Et ce qui est totalement hallucinant... Ils ont fait marche arrière au dernier moment. Moi, j'ai présidé des commissions qui faisaient des rapports pour le ministère pendant des années. Ils ont fait un lobbying auprès de la Haute Autorité de Santé pour essayer de faire bloquer le rapport auquel ils ont participé, qu'ils ont validé. C'est un scandale. Ouais. Alors attendez, est-ce que derrière... on peut supposer que ces gens-là sont à la botte des 2 laboratoires qui fabriquent les tests. Je crois que c'est pas les laboratoires qui sont en cause. Au départ, c'était un petit groupe d'experts aux États-Unis qui a fait beaucoup d'argent sur les sérologies parce qu'ils étaient détenteurs des brevets et qui aussi ont eu beaucoup d'argent des compagnies d'assurance aux États-Unis. Ils participaient au ce qu'on appelle les boards, les comités d'administration des compagnies d'assurance pour dire que la maladie de Lyme chronique n'existait pas. Ça évitait aux compagnies d'assurance de rembourser les soins des malades. Alors, Yannick, quand même, 3 nouvelles récentes, parce que le bouquin sort en mars, à l'échelle de ta vie, entre mars et juin, c'est presque une éternité. Est-ce que tu as fait des progrès depuis le mois de mars? Depuis le mois de mars, pas vraiment, non. Tu t'es remis à courir ou pas? Non, j'ai toujours du mal à courir. Donc ça passe par quoi? Je pense qu'il faut du temps, il faut peut-être un peu de kiné, de rééducation, en parallèle. On fera ça après le bac? Ouais, je pense, ouais. Y a un risque de rechute? Il y a un risque de rechute qui est toujours présent, bien évidemment. Toute ma vie, ouais. Ouais. Mais qui se résoudra toujours par antibiotiques? Normalement, depuis le début, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai eu 2 rechutes depuis le début. Ouais. À chaque fois après un arrêt du traitement antibio. Et dès que j'ai repris le traitement antibiotique, ça allait mieux. Donc là, je l'ai arrêté depuis avril 2017. Ça va toujours. Tu veux toujours être médecin? Je veux toujours être médecin, ouais. Infectiologue, peut-être? Je sais pas, ouais, pourquoi pas. Dans le service du professeur Perron? Ouais. Vous serez à la retraite d'ici là. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir raconté cette histoire à la fois instructive et absolument incroyable. Je rappelle le titre de ce livre que tu as coécrit, Yannick, avec ta maman, qui s'appelle Diane, préface du professeur Perron, Maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir, 11 mois d'enfer, paru chez Flammarion. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.